Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de leur développement avec un grand entretien aujourd'hui, plus de 20 minutes pour découvrir EcoVadis, nouvelle licorne verte française avec son senior vice-président chargé de la recherche, Sylvain Guyoton. On parlera notamment de la dernière levée de fonds de l'entreprise, 500 millions de dollars et de ce statut de licorne. On reviendra aussi sur le statut d'entreprise à mission dont vient de se doter EcoVadis et des nouvelles demandes de ses clients pour évaluer leur performance RSE. Et puis bien sûr, on garde notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir ensemble Bonagive, une application pour créer des liens et du partage des dons entre collègues. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est le grand entretien, tout de suite. Bonjour Sylvain Guyoton, bienvenue. Bonjour. Je vous ai présenté comme vice-président de la recherche chez EcoVadis parce que j'aime bien, c'est une de mes marottes, franciser les titres de mes invités. Mais vous êtes Chief Rating Officer depuis janvier 2022. C'est quoi exactement d'ailleurs un Chief Rating Officer? Alors mon rôle c'est de superviser les évaluations RSE des entreprises et aussi le développement de la méthode qui est utilisée pour ces évaluations. Oui, et parce qu'on va rentrer dans le détail, il y a un rôle important de l'intelligence artificielle évidemment. Et EcoVadis, c'est une entreprise qui a tout de suite pensé global. Ça veut dire que la langue de travail, c'est l'anglais. Exactement. La vision, quand l'entreprise a été créée en 2007, c'était de s'attaquer aux problématiques sociales et environnementales dans les chaînes d'approvisionnement de l'économie, et sachant que cette économie est mondialisée et que les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées, dès le départ, le projet avait une visée internationale. C'est combien de nationalités aujourd'hui, combien de bureaux à l'étranger? Alors, nous sommes 1400 personnes, il y a 45 nationalités et 13 bureaux. Ouais. Et cette évolution, vous l'avez vue de l'intérieur, parce que vous êtes arrivé au tout début de l'aventure. Alors, moi, je suis la première personne qui a rejoint les cofondateurs, Frédéric Trinel et Pierre-François Thaler. Donc, le premier salarié, en quelque sorte, quoi, c'est ça, ou le premier embauché? Exactement. Ils m'ont présenté leur projet au printemps 2007. Et puis, il se trouve que j'avais, moi, déjà, un peu de mon côté, réfléchi à ce type de problématique. Et puis, on a bien connecté. Et puis, on est parti ensemble sur l'aventure. Et bien grandi, puisqu'effectivement, il y a ce nouveau statut de licorne dont on va parler. Mais il faut peut-être rappeler un peu plus en détail, vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est quoi le métier d'EcoVadis? Alors, le métier d'EcoVadis, c'est... EcoVadis, c'est une plateforme collaborative pour mesurer et monitorer les performances RSE des entreprises. Avec d'un côté des donneurs d'ordre, des organisations achats, de grandes entreprises ou des fonds d'investissement en capitaux privés, et de l'autre des fournisseurs qui se font évaluer sur leur performance RSE ou des sociétés en portefeuille. Voilà. Et cette plateforme. Si on rentre un peu dans le détail, oui, ça marche comment? Alors, vous avez, aujourd'hui, on travaille avec 800 clients donneurs d'ordre. Voilà, on va prendre un exemple de client, L'Oréal ou Michelin. Ces entreprises ont des dizaines de milliers de fournisseurs sur l'ensemble de la planète. C'est ce qui constitue leur réseau d'approvisionnement. Ces entreprises, ces fournisseurs, pour certains, sont confrontés à des enjeux sociaux et environnementaux. Et si ces entreprises ne développent pas des pratiques positives sur le social et l'environnement, ça risque de créer des problèmes dans leur entreprise, mais aussi pour leurs clients. Donc, il est très important aujourd'hui d'exercer un devoir de vigilance auprès de ces fournisseurs et de les inciter à s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut les évaluer pour savoir où ils en sont, les comparer à d'autres et leur donner des éléments pour qu'ils puissent s'engager dans une démarche d'amélioration continue. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais sur l'aspect technologique, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans le modèle EcoVadis? Alors, on va dire c'est moitié-moitié. En réalité, le projet, c'est combiner de l'expertise RSE avec de la technologie. Aujourd'hui, on évalue un grand volume d'entreprises. Cette année, on va faire 50 000 évaluations à peu près dans 175 pays sur des entreprises de toute taille, des entreprises de 20 personnes, des entreprises de 50 000 personnes. Oui. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut de l'expertise, mais il faut aussi de la technologie. La technologie, on va dire IT classique, mais aussi de l'intelligence artificielle, du machine learning. Pourquoi? Parce que pour évaluer ces entreprises, avec un niveau de fiabilité suffisant, il faut aller chercher énormément d'informations. Évidemment, les informations qui sont utilisées pour évaluer l'entreprise viennent de l'entreprise elle-même, mais aussi des parties prenantes. Donc, on croise les informations avec ce que disent les ONG, les syndicats. Et pour collecter toute cette information, pour la trier, pour l'analyser, il faut de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle. Mais il y a autant de
pratiquement autant de réglementations que de pays, notamment en matière RSE. Quoi. Comment vous intégrez cette dimension? Alors, vous avez raison, et vous avez raison. Donc, un des enjeux, ça a été de créer un référentiel qui soit comparable sur l'ensemble de la planète. Voilà, donc on est, si vous voulez, un petit peu au-dessus des réglementations locales et on s'est inspiré des standards internationaux en termes de RSE qui existaient déjà lorsque EcoVadis a été créé en 2007 et on a créé un standard d'évaluation qui permet de comparer des entreprises sur toute la planète. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que c'est un des éléments qui a fait le succès d'EcoVadis, c'est qu'un donneur d'ordre, un acheteur en Europe, aux États-Unis, peut arriver à comparer des fournisseurs dans différents pays sur la même catégorie d'achat, par exemple. Ce logiciel EcoVadis permet de mesurer les droits humains, l'éthique, l'environnement, les achats responsables. Les achats, c'est évidemment très important, on y reviendra. Mais je me suis dit, pour l'éthique, c'est quoi les métriques de l'éthique, quoi? Comment on l'évalue? L'éthique, c'est un sujet vaste et possiblement philosophique. Donc nous, on est resté humble. On a dit l'éthique, c'est défini par 3 critères principaux. Ce que fait l'entreprise pour prévenir et éviter les problématiques de corruption, ce que fait l'entreprise pour prévenir et éviter les pratiques anticoncurrentielles et la confidentialité des données clients. Donc on a ces 3 critères très concrets qui sont des enjeux importants aujourd'hui et on les a packagés dans un module qu'on appelle éthique, qui s'appelle en anglais d'autres noms, mais voilà. Donc effectivement l'éthique ça peut être un sujet vaste, mais on l'a cadré et sur des sujets qui sont vraiment concrets et importants pour l'entreprise. Mesurables, c'est ce qu'on a bien compris. Exactement. Alors je développe maintenant, j'ouvre maintenant le chapitre sur le nouveau statut de licorne d'EcoVadis avec 2 levées de fonds en 2 ans. Il y a une première levée de 200 millions de dollars en 2020 et puis 500 millions en juin dernier, ce qui fait d'EcoVadis la 27e licorne française. Ça représente quoi ce statut? Est-ce que c'est une fin en soi ou qu'est-ce que ça représente? Alors évidemment, c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est d'une certaine manière, ça récompense le projet qu'on a. Évidemment, 500 millions de dollars, ça paraît, c'est énorme et on est fiers de ça. Mais on est aussi fiers du tour de table qu'on a fait avec 4 investisseurs qui sont globales. On a un investisseur aux États-Unis, General Atlantic, avec un fonds climat. On a Astorg en France, qui est un des pionniers de la RSE. On a 2 fonds en Asie. Donc, on a vraiment un tour de table global. On a les moyens de continuer notre projet et notre ambition. Notre ambition, c'est de guider toutes les entreprises vers un monde plus durable. Aujourd'hui, on a évalué plus de 100 000 entreprises, mais on considère que pour avoir un impact significatif sur l'économie mondiale, il faut évaluer 4 millions d'entreprises. Donc en réalité, on n'est qu'au début on va dire, de l'aventure. Et pour continuer, il faut des ressources financières pour investir dans la technologie, pour investir dans l'expertise, etc. C'est aussi une licorne verte. Et là, la catégorie, elle est plus restreinte, puisque on va dire qu'il y en a 4, quoi. C'est ça, si on cite Black Market, Blablacar, Vestiaire Collective et EcoVadis. Alors, je ne tiens pas une comptabilité des licornes vertes. Vous avez probablement raison. J'assume. Mais ça, c'est une dimension importante quand même. On peut considérer qu'il n'y a pas assez de licornes vertes dans ce groupe de licornes. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut effectivement encourager ce type d'entreprise parce que les licornes, c'est dans des entreprises qui croient très vite, mais il y a croissance et croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt orienté vers une croissance verte. Et donc, effectivement, on est fiers d'être une licorne verte, comme vous dites. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour les gens qui travaillent avec nous. Ouais, évidemment. Cette dernière levée de fonds, donc 500 millions de dollars, comment je peux dire ça? EcoVadis, créé en 2007, vous l'avez dit, autofinancé pendant 9 ans. Donc ça nous mène à 2016 à peu près. C'est ça. Et là, il y a cette accélération avec 2 levées de fonds très importantes en 2 ans. Exactement. Pourquoi? C'est quoi le modèle butait sur certaines limites? C'est quoi la logique? Non, alors la logique, c'est pas ça. La logique, c'est quand on a été créé en 2007, on avait l'intention de faire une première levée de fonds assez rapidement, au bout de 2-3 ans, une fois que le concept avait été prouvé. Mais ce qui s'est passé, c'est que 2 mois ou 3 mois après avoir été créé, il y a eu la crise des subprimes. Et donc, beaucoup d'opportunités sont fermées et du coup, on s'est dit, c'est peut-être pas le moment d'aller chercher des fonds. Et donc, on a continué en s'autofinançant. Et puis, on s'est retrouvé en 2016 avec une solution qui était le leader sur son marché en France et en Europe, avec des taux de croissance importants. Et là, on s'est dit, il faut financer, il faut soutenir cette croissance parce qu'il y a un potentiel énorme. Et on a convaincu Partech
le fonds Partech en 2016 et puis CVC en 2020. Cette levée de fonds, elle permet évidemment aussi de mener des opérations de croissance externe. La première a été annoncée au mois de juillet, l'acquisition d'Ecotrek. C'est quoi Ecotrek et pourquoi cette entreprise vous intéresse? Alors pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, un des enjeux de ce métier, c'est de collecter beaucoup d'informations sur l'entreprise, en quantité et en qualité. Ça, c'est pour nourrir les machines. Quand on parle de machine learning, plus on a de données, plus ça progresse. Et puis pour aussi fiabiliser, enrichir l'évaluation. Plus on a d'informations qui rentrent et, si possible, contradictoires dans l'évaluation. On est un peu comme des journalistes, si vous voulez. On a besoin d'informations contradictoires pour pouvoir sécuriser, fiabiliser le résultat. Voilà. Et donc Ecotrek, il se trouve qu'Ecotrek, qui est une start-up à Berlin de 9 personnes, a développé une techno qui permet de collecter de l'information RSE sans avoir à solliciter l'entreprise elle-même. Donc on a trouvé que c'était complémentaire à ce qu'on faisait déjà. Je pense que ça va permettre d'accélérer certaines de nos solutions. C'est une entreprise de 9 personnes qui avait déjà je dirais, une bonne réputation sur le marché allemand et ils sont dans la culture, je crois qu'ils sont très alignés avec la culture EcoVadis. Donc on est très content de commencer à travailler avec eux. Je lisais, c'est une base de données de 5 millions de profils d'entreprise, c'est ça, Ecotrek. Donc c'est cette manne, entre guillemets, que vous recherchiez. Est-ce que ça va vous permettre de proposer de nouveaux outils d'évaluation? J'ai bien compris la logique, mais si on rentre un peu dans le détail. Alors, si on rentre dans le détail, si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'à peu près 4 millions d'entreprises qui constituent le socle de l'économie mondiale. Et c'est ces entreprises qui doivent développer des pratiques RSE positives. Où est-ce qu'on commence ? C'est une question. Donc, il y a un premier outil qu'on a qui s'appelle IQ, qui permet de cartographier et de prioriser et de se concentrer sur les entreprises les plus à risque, parce que c'est là qu'il faut commencer. Et pour ce faire, on a besoin aussi de savoir un petit peu ce que fait déjà l'entreprise, mais sans pour autant la solliciter, la déranger, entre guillemets. Voilà. Donc, ce que va permettre Ecotrek, c'est de renforcer cette solution IQ pour pouvoir cartographier les entreprises de l'économie mondiale et voir sur lesquelles on va proposer des évaluations beaucoup plus profondes pour les permettre de s'améliorer. 500 millions de dollars, cette dernière levée de fonds, il y a un côté vertigineux quand même. Est-ce que ça change? Parce que j'ai déjà discuté avec d'autres chefs d'entreprise qui venaient de lever des fonds importants. Ils disaient pendant des mois, des années, j'ai dit à tous mes collaborateurs de faire hyper gaffe, puis d'un seul coup, je leur dis dépenser de l'argent. Comment vous intégrez cette nouvelle dimension? Alors, c'est une bonne question. Je crois que il faut trouver un équilibre, parce qu'effectivement, quand on est dans une entreprise, dans une start-up, au départ, on fait attention à tout en termes de développement de coûts, et on se dit tous les jours, ah tiens, si j'avais des fonds, je pourrais recruter tel type de personnes, tel type d'expertise, développer technologie. Et là, tout d'un coup, ces ressources arrivent. Donc on peut le faire, mais il faut le faire selon une stratégie, selon un cadre budgétaire. Voilà, donc il faut essayer de trouver un équilibre. Il n'y a pas de solution magique entre investir, donc dépenser ces fonds pour que ça ramène les bénéfices attendus en termes de développement. Il y aura d'autres opérations de croissance externe, on peut l'imaginer? Peut-être. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Mais si on continue sur ce taux de croissance et qu'on a besoin éventuellement avoir de la croissance externe ou alors d'intégrer des marchés qu'on n'a pas encore intégrés, peut-être qu'il y aura d'autres levées de fonds, oui. Ouais. Je voudrais qu'on évoque les besoins de vos clients. EcoVadis, vous l'avez dit, réseau mondial de plus de 90 000 entreprises, 14 bureaux internationaux, vous venez d'en ouvrir un en Asie, à Singapour, c'est ça? C'est ça. Si je ne me trompe pas. On parle donc quand on a ce nombre d'entreprises, c'est dans tous les secteurs d'activité? Ah oui, parce que les donneurs d'ordre achètent dans tout type de secteur d'activité, dans le manufacturing, dans les services. Voilà, donc c'est 180 secteurs d'activité à peu près. Le premier levier d'action, c'est l'achat, c'est la centrale d'achat dans une entreprise. Ça dépend des secteurs évidemment, mais, souvent. Oui, si vous voulez, vous avez 10 000, 15 000 entreprises cotées en bourse dans le monde. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et en dessous, vous avez 4 millions d'entreprises qui les approvisionnent. Ouais. Voilà. Donc, le point de relais entre ces 10 000 entreprises cotées et ces 4 millions d'entreprises qui sont dans les chaînes d'approvisionnement, c'est la fonction achat. Et ils évaluent leurs fournisseurs pour gérer les risques,
et aussi pour faire progresser leurs fournisseurs, pour créer de la valeur avec leurs fournisseurs, parce que de plus en plus, ces entreprises essayent de développer des produits et des services verts. Voilà, donc c'est devenu incontournable. Et en plus de ça, il y a aussi une pression réglementaire, avec notamment en France le devoir de vigilance, mais en Europe, la directive européenne qui arrive sur un devoir de vigilance européen. Donc, la fonction OSHA, aujourd'hui, se doit, si vous voulez, de mesurer, d'évaluer ses fournisseurs sur leur performance RSE, mais aussi de les faire progresser. Puisque vous parlez de réglementation européenne, la taxonomie verte, est-ce que ça vous amène de nouveaux clients, ou peut-être de nouvelles demandes de vos clients existants? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors, la taxonomie, c'est une classification européenne qui permet de définir ce que sont des investissements verts. Donc, c'est plutôt dédié à la base au marché de la finance pour pouvoir, on va dire une bonne fois pour toutes, classer des investissements verts avec des investissements non verts. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait quand même pas mal de débats et de controverses. Donc ça ne touche pas directement, mais indirectement. C'est-à-dire que quand une entreprise pourra prétendre être éligible à la taxonomie, donc il faudra qu'elle le prouve. Il faudra qu'elle le prouve, et dans cette preuve, il faudra qu'elle montre qu'elle a une bonne performance RSE. Donc on pourrait être amené à évaluer des entreprises qui veulent prouver qu'elles sont éligibles au regard de la taxonomie et qui donc peuvent rentrer dans des fonds d'investissement verts. EcoVadis est devenu une entreprise à mission au mois de juin dernier. On est dans le cadre évidemment de la loi Pacte. On l'a vu s'afficher tout à l'heure. Votre raison d'être, guider toutes les entreprises vers un monde durable. Pourquoi vous vouliez passer le stade ultime de la loi Pacte, c'est-à-dire devenir entreprise à mission? Qu'est-ce que ça change? Alors, bonne question. Je dirais que déjà, on était d'une certaine manière une entreprise à mission dès le premier jour. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le projet. L'idée, c'était d'avoir un impact positif au niveau social et environnemental dans les chaînes d'approvisionnement. Mais on a voulu devenir officiellement une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Déjà, pour formaliser cet engagement. Deuxièmement, pour le structurer encore plus. Parce que dans la loi Pacte, on vous oblige à avoir un comité de mission indépendant, à rendre compte sur les objectifs, à avoir un audit. Donc ça permettait de monter d'un cran le niveau de l'engagement. Et troisièmement, pérenniser dans le temps notre engagement. On voulait être sûr que s'il y a d'autres levées de fonds, d'autres investisseurs, d'autres managers qui arrivent dans l'entreprise, malgré ça, on garde le cap sur la mission. Avec 4 objectifs fondamentaux: fournir des évaluations RSE indépendantes et fiables, contribuer à l'amélioration continue des performances sociales et environnementales des entreprises, cultiver un environnement inclusif et promouvoir l'action collective au sein de notre écosystème. Ça veut dire quoi ça? Comment on promeut une action collective? Alors, on s'est aperçu, je vous donne un exemple, on s'est aperçu, on travaille avec 800 donneurs d'ordre qui essayent de faire progresser leurs fournisseurs, mais il y en a beaucoup de ces donneurs d'ordre qui se sont regroupés par initiatives sectorielles. Donc vous avez par exemple dans la chimie une initiative qui s'appelle, excusez-moi, c'est en anglais, Together for Sustainability. Donc vous avez 20 donneurs d'ordre qui se sont regroupés pour ensemble, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup de fournisseurs en commun, pour faire progresser ensemble leurs fournisseurs, pour leur apporter des capacités de développement, des formations, des choses comme ça. Parce qu'en mutualisant les coûts, ça permettait d'aller plus loin. Donc il y a une autre initiative dans les cosmétiques, avec des grands leaders français. Ils se sont regroupés pour faire progresser leurs fournisseurs, en partant du principe que si leur chaîne d'approvisionnement et leurs fournisseurs progressaient, eux aussi, ils allaient progresser. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dans la RSE où en fait la collaboration entre entreprises est nécessaire. Nous-mêmes, notre méthode, elle est ouverte. On va voir, j'irai continuellement, nos parties prenantes, des universités, des fédérations professionnelles, pour leur demander voilà, comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre évaluation. On n'est pas forcément les experts de tous les secteurs, et donc on essaye à chaque fois de coller le mieux possible auprès des enjeux de chaque entreprise. Et donc on est très ouvert avec le monde extérieur pour pouvoir faire évoluer ça. Donc dans beaucoup d'éléments, dans beaucoup d'objectifs liés à EcoVadis, pour faire mieux les choses, il faut collaborer. Donc, et pour l'environnement inclusif, je reviens à l'objectif précédent, cultiver un environnement inclusif, qu'est-ce que vous mettez en place pour le promouvoir? Alors déjà, en interne, on a une équipe totalement internationale. On a un projet qui a une visée mondiale. Donc je ne pense pas qu'on aurait pu avoir
continuer sur un projet à visée mondiale avec une équipe de management purement française, avec 70% ou 80% de Français. Non, l'idée, c'était de développer une équipe internationale et d'avoir un environnement inclusif, voilà, d'intégrer des populations qui n'ont pas forcément accès à l'emploi facilement, d'essayer de développer des pratiques en termes de diversité qui soient en ligne avec les derniers standards. Est-ce que c'est facile de recruter quand on s'appelle EcoVadis ou plus facile, alors vous n'allez pas faire le benchmark des secteurs, mais parce que voilà, on est en pleine période de difficulté de recrutement dans tous les secteurs. Je crois que vous avez 460 postes ouverts. Est-ce que c'est facile de recruter quand on s'appelle EcoVadis? Alors oui et non. Disons que c'est facile d'attirer des candidats. Je pense qu'on a à peu près 15 000 candidats par an sur tous les postes. Et qui vous disent, je cherche un job qui a du sens, je vais être dans une entreprise qui a cette dimension-là. Oui, totalement. Oui. La nouvelle génération, je pense que c'est un critère qui est quasiment le premier, même avant d'autres aspects. Avant la rémunération? Allez, parfois, oui. Deuxième. Parfois, oui. Oui. Non, j'ai vu des gens qui ont rejoint EcoVadis dans mon équipe qui ont fait des baisses de salaire significatives parce que c'est le projet, c'est la mission qui les intéressait. Donc vous disiez oui et non. Donc il y a effectivement. Alors cette oui, démarche-là. parce qu'on a quasiment des dizaines de milliers de candidats qui arrivent, mais après, c'est pas facile dans le sens où il faut recruter les bonnes personnes. Et ça reste un art extrêmement compliqué. Et donc il faut avoir un processus, il faut essayer de recruter les bonnes compétences, mais aussi des gens qui sont, on va dire, en adéquation avec la culture EcoVadis. Ouais. Et ça, c'est pas facile à savoir à l'avance. Donc oui et non. Oui, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont attirés par EcoVadis, d'autant plus avec le statut de licorne. Donc pour nous, c'est super. Mais après, le challenge de recruter la bonne personne reste entier. Dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute 30. Peut-être sur se projeter un peu dans l'avenir. On l'a fait avec tous ces enjeux autour de la dernière levée de fonds. Mais comment vous voyez évoluer le marché d'EcoVadis dans les prochaines années? Je pense que l'idée, c'est déjà il faut rester en ligne avec la mission, guider les entreprises vers un monde plus durable. Ouais. Aujourd'hui, la RSE, c'est surtout des pratiques qui permettent aux entreprises de moins polluer, de développer des conditions de travail qui sont acceptables. Donc je dirais, ça c'est la base. Et aujourd'hui, le grand challenge dans les 10 années à venir, c'est aussi de pousser les entreprises à changer leur modèle d'affaires, à faire évoluer leurs services et leurs produits pour avoir des impacts positifs. Il ne suffit pas de moins polluer et de pas maltraiter ses employés. Il faut aller plus loin et développer des produits verts. Donc ça veut dire qu'il faut repenser le modèle de l'entreprise. Voilà. Et donc nous, notre challenge, c'est de développer une méthode d'évaluation qui les guide dans cette direction pour les amener à repenser un petit peu ce qu'ils font. Merci beaucoup Sylvain Guilloton d'avoir participé à ce numéro, à ce grand entretien de Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas. Bonjour Alexa Simonin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la fondatrice de Bonagive, vous l'avez créée en 2019. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Eh bien, Bonagive est née en fait littéralement au cœur de l'entreprise dans laquelle je travaillais en 2018 quand j'étais salariée. Suite à une histoire de salade dans mon jardin. Alors je raconte, c'est très rigolo. Ouais. J'avais fait un semis de salade, j'avais plus d'une centaine de pieds et j'en ai donné du coup à mon voisin, à ma famille, à mes amis. Et après le reste, je ne savais pas quoi en faire, donc du coup j'ai tout mis au compost. Et c'est en allant au travail, quelques semaines plus tard, en arrivant, je m'en souviens très bien, je me suis dit, mais en fait, c'est ici le lieu idéal pour donner en fait tout ce qu'on a en trop, parce qu'on y va tous les jours, on y croise des collègues toute la journée, et du coup, c'est facile. Effectivement. Et donc, vous avez créé quoi, une appli? Comment ça marche, Bonagive? Expliquez-moi. Alors, Bonagive, c'est tout simple. Donc, c'est une application et ça permet aux salariés de donner, prêter et chercher des objets et des services
du coup, entre collègues sur le lieu de travail. C'est quoi le modèle économique? C'est gratuit pour les salariés? Ce sont les entreprises qui payent? Comment ça fonctionne? Alors le modèle économique, pareil, il est très très simple et très très vertueux. Du coup, je vous l'expliquerai après. Ouais. Nos clients, c'est les entreprises. Donc du coup, on leur vend un service, donc l'application mobile, plus un accompagnement au lancement de l'appli, voilà, plus des conférences autour de l'économie circulaire. Mais on vend cette prestation aux entreprises. Et du coup, après, pour les salariés, c'est gratuit. Le tarif, c'est entre 1 et 2 euros par salarié par mois. Et ce que les entreprises aiment beaucoup aujourd'hui, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que dans ce modèle économique, en fait, on ne revend aucune donnée personnelle. On ne pousse pas de publicité dans l'application, on n'installe pas de traceur sur votre téléphone si vous téléchargez l'application qui après fait que vous allez être pisté. Donc on est vraiment sur une solution en fait vertueuse dans le concept même, qui est autour de l'économie circulaire, mais aussi finalement dans le business model qu'on propose. Le nom, c'est un mélange de latin et d'anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, give, ça veut dire donner en anglais, et bona, c'est tout ce qui est de bon et de bonne qualité. C'est du latin, littéralement, c'est ça, ouais. oui, c'est du latin. C'est une copine C'est qui donner m'a ce qui est aidée. bon, Voilà, quoi. c'est donner tout ce qui est bon et de bonne qualité. C'est aussi pour vos clients un moyen de valoriser leur bilan RSE. On évoquait ça avec l'invité précédent dans l'émission. En fait, pour les entreprises, il y a 3 principaux bénéfices à proposer Bonagive à leurs salariés. Donc déjà, le premier, c'est que ça va permettre de créer du lien social. Donc là, on l'a vu avec la crise sanitaire, le télétravail intensif. Dans les entreprises, il y a un vrai malaise. Il y a cette perte du lien social. Et aujourd'hui, les entreprises viennent vers nous avec ce besoin-là de recréer du lien. Le deuxième, c'est ce dont vous venez de parler. Et en fait, c'est proposer aux entreprises une solution RSE collaborative. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 9 salariés sur 10 en fait, veulent s'engager dans la démarche RSE de leur entreprise. En fait, ils sont demandeurs, les salariés. Mais les entreprises, finalement, elles n'ont pas grand-chose. Elles n'ont pas forcément des outils à leur proposer. Elles n'ont pas beaucoup d'outils, donc ça leur fait une solution clé en main. Et le troisième bénéfice, du coup, il est évident, il tourne autour de l'économie circulaire, c'est réduire l'impact CO2. Donc nous, ce qu'on donne aux entreprises, à la fin, c'est un bilan à la fois individuel et par entreprise de l'économie en CO2. Ça veut dire que chaque salarié peut faire son bilan, oui. son bilan carbone, ce qu'il a fait économiser par ce système de dons. Exactement. Et c'est vraiment ça l'idée, en fait, montrer au final que chaque geste compte, parce que c'est très très important, et de permettre aux salariés et aux entreprises en fait de s'approprier cette donnée CO2 et aussi d'avoir des référentiels. Qui sont vos clients aujourd'hui? On est dans différents secteurs d'activité, c'est quoi? Alors aujourd'hui, la grande force de Bonagive, c'est qu'on a des clients en fait qui sont dans tous les secteurs et de toute taille. Donc pour preuve, aujourd'hui, on a commencé avec Orange en 2020. On travaille avec Holcim, Lizzie Aerospace. On va lancer la rentrée chez La Panière, qui est une superbe entreprise à mission implantée à Aix-les-Bains. Donc du retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est que c'est vraiment une force. C'est que ça concerne tout le monde, toutes les entreprises. De toute taille. Merci beaucoup, Alexa Simonin, d'être venue nous présenter Bonagive. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain. Et merci à toutes les équipes de Bismart. Et je vais citer Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, assistée de Lily Zalkind, Romain Luc, réalisateur, et Mickaël Fristo pour le son. Salut à toutes et à tous, à très vite.